Bonjour à tous. Donc, merci d'être venus pour ce dernier talk de la journée. Je ne vais pas vous retenir longtemps, vous pourrez aller boire les bières tranquillement après. Vaut mieux qu'avant d'ailleurs. Et donc je vais vous présenter un petit peu le sujet du cloud de confiance. Et donc l'idée c'est de parler un petit peu de ce sujet qui fait beaucoup fantasmer, dont on parle beaucoup, mais on n'a pas eu beaucoup d'informations. Donc c'est parti. Donc déjà je vais commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Mickaël Roger, j'ai 39 ans, je suis tech lead sur les sujets cloud, on va dire, chez Thales. Bon, actuellement, je travaille beaucoup pour le sujet Sens, donc la joint venture entre Google et Thales. Je vous ai mis mes coordonnées si vous voulez me joindre. Bon, vous pouvez, il n'y a pas de problème. J'ai 2 enfants, je suis ce qu'on qualifie d'un geek. Alors, je ne suis pas trop le genre de geek qui va aller regarder, je ne suis pas trop Star Wars, jeux vidéo, tous ces trucs-là. Je suis plutôt le geek, on va dire le geek technique de l'IT. D'ailleurs, ça se voit, hein, j'aime bien faire tout ce qui est IT, tout ce qui est lié à la technologie. Je fais de la robotique, un peu de bricolage parce que j'ai une maison, un peu de VTT pour essayer de préserver ma santé, mais voilà. Alors déjà, de quoi on va parler et de quoi on ne va pas parler. C'est important de préciser, le sujet est vaste. On aurait pu faire une université de 4 heures, donc on va filtrer ce qu'on va parler. Je vais vous présenter ce que c'est que le cloud de confiance, pourquoi le cloud de confiance, comment ça marche, l'architecture que ça a et du coup les challenges techniques que ça lève. On ne va pas parler politique ou géopolitique. Ce matin, vous avez vu Quentin, il vous a fait de la géopolitique pendant 1 heure et de la politique avec son opinion personnelle sur le sujet. Moi, la politique, c'est pas ma tasse de thé. On ne va pas faire une comparaison des offres de cloud. Le mien est plus gros que celui du voisin, le mien est mieux, on ne fera pas ça. Et on ne parlera pas non plus spécialement argent, finance, etc. Ce n'est pas le sujet. Après, si à la fin vous voulez poser des questions sur ces topics politiques, géopolitiques, tout ce que vous voulez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais en tous les cas, il n'y aura rien dans la présentation sur ces sujets-là. Bon, du coup, c'est parti. Alors déjà, ce qui est important, c'est de remettre un petit peu dans le contexte. Alors vu qu'on n'a pas tout le temps, je ne vais pas vous refaire tout l'historique du cloud souverain, projet Andromeda, la stratégie des cercles de Mounir Majoubi, toutes les initiatives qu'on a eues par le passé. Je vais commencer là au commencement du cloud de confiance. Et je ne vais pas vous refaire l'historique du pourquoi, parce que ça serait assez long. Donc tout a commencé en fait le 17 mai 2021. Donc à l'époque, Bruno Le Maire, Amélie de Montchalin, enfin le gouvernement, la direction générale des entreprises, le CIGREF, l'ANSSI, etc. ont présenté ce qu'ils appellent la doctrine cloud au centre. C'est de là que tout part. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que cette doctrine cloud au centre, tout le monde s'est focusé sur le cloud de confiance, mais en fait, la doctrine cloud au centre, c'est 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est la politique cloud au centre de l'État. Donc elle dit globalement, on va faire du cloud first pour tous les projets IT de l'État. Et tous les projets IT de l'État qui auront des choses, des mises à jour ou autres, ils vont à terme devoir migrer principalement sur le cloud. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est une politique industrielle au sujet du cloud. Donc en fait, avec le programme France Relance, donc l'idée, c'est de financer, que l'État finance des acteurs de services cloud en France qui proposent des services divers et variés. Et le troisième pilier, qui est celui qui nous réunit, c'est le fameux cloud de confiance. Et c'est ça qu'on va parler. On ne va pas du tout parler des 2 autres piliers. Donc déjà, quand on dit cloud de confiance, la question c'est pourquoi on associe le mot confiance et cloud. Ça veut dire que si on se dit qu'on a un cloud de confiance à faire, c'est qu'on a un problème de confiance. Alors c'est important parce qu'il va falloir qu'on enlève un certain mythe. Donc déjà, il y a le premier sujet de la confiance, c'est au niveau du cloud provider. C'est qu'est-ce que nous, en tant que clients, quel niveau de confiance, quel que soit le cloud provider, quel niveau de confiance on donne à notre cloud provider. Est-ce que je fais confiance à mon cloud provider pour la protection de mes données? Est-ce que je fais confiance à mon cloud provider pour la sécurité de mes données? Est-ce que je fais confiance à mon cloud provider pour la confidentialité de mes données? Je n'ai pas de réponse, mais en tous les cas, ça c'est le premier sujet de la confiance. Et le deuxième, dont beaucoup parlent, c'est les fameuses lois extraterritoriales US. Alors déjà, on va casser un mythe, les lois extraterritoriales, il y en a partout. Tout le monde se focus sur les lois extraterritoriales américaines.
Il y a des lois extraterritoriales en Europe, il y a des lois extraterritoriales en Chine, il y a des lois extraterritoriales en Russie. À peu près tout le monde a des lois extraterritoriales. Maintenant, étant donné que la plupart des fournisseurs de technologie et de cloud sont des hyperscalers américains, on se concentre souvent sur les lois extraterritoriales US, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est répandu un peu partout. Et la première d'entre elles que tout le monde parle, c'est le fameux Cloud Act, qui date de 2018. Et en fait, le Cloud Act, c'est juste un mauvais jeu de mots. Donc tout le monde se focus et parle de Cloud Act parce qu'on entend le mot cloud, sauf que Cloud Act, ça ne veut pas du tout dire le cloud au sens où nous on l'entend. Cloud Act, ça veut dire Clarifying Lawful of Overseas Use of Data. Et en fait, c'est juste la clarification d'une loi, qui est le SCA, qui date de 1986, que le gouvernement américain utilisait déjà, sauf qu'il l'utilisait avec des technologies actuelles, et des fois, on pourrait considérer qu'ils étaient peut-être borderline sur la réglementation. Et donc, ils ont fait une loi de clarification. Alors, je vais lire un peu ces andouilles. Ils ont fait un jeu de mots qui, du coup, a complètement embrouillé le marché, puisqu'ils étaient peut-être contents de leur jeu de mots de mettre le mot cloud dedans. Et du coup, tout le monde s'est focusé sur le sujet en se disant c'est une loi pour les données du cloud. Alors que pas du tout, en fait. Ça concerne les données, certes. Donc le cloud est, oui, concerné, mais ce n'est pas du tout une loi à proprement parler pour le cloud. Et en fait, il y en a d'autres dont on ne parle pas. FISA, Patriot Act. Moi, mon avis personnel sur le sujet, je vais vous le donner, c'est que s'ils n'avaient pas fait le jeu de mots Cloud Act, personne ne parlerait du Cloud Act et tout le monde parlerait du FISA, parce que pour le coup, le FISA, c'est quand même quelque chose d'un peu plus, on va dire, d'un peu plus dur que le Cloud Act. Maintenant, c'est comme ça. Mais il faut vraiment savoir que faut vraiment bien comprendre d'où viennent les choses. Donc maintenant qu'on a posé le problème, c'est quoi du coup le cloud de confiance? Déjà par définition, le cloud de confiance, c'est un cloud. Et ce cloud, l'objectif de ce cloud-là, c'est d'offrir le plus haut niveau de sécurité, de protéger les données de ses clients, techniquement, et d'être immunisé aux lois extraterritoriales au sens large. Pas que les lois extraterritoriales US, aux lois extraterritoriales au sens large. Et ça s'obtient via la certification Secnum Cloud de l'ANSSI. Et quand je dis Secnum Cloud, pas les certifications actuelles Secnum Cloud, mais la nouvelle version, qui est, pour les spécialistes, c'est la Secnum Cloud 3.2. C'est comme ça que ça s'obtient et c'est comme ça qu'on devient cloud de confiance. Respecter toutes ces exigences. Donc il y a des exigences de sécurité, d'immunité aux lois extraterritoriales et aux données clients. Du coup, la fameuse question, c'est comment on se protège des lois extraterritoriales. Alors, beaucoup, dans les discussions qu'il y a actuellement, beaucoup viennent se présenter comme des spécialistes de la juridiction internationale et expliquer que malgré le montage juridique, etc., tel acteur ou tel autre acteur, il sera soumis ou pas soumis. La réalité, elle n'est pas là, en fait. La réalité, c'est que la protection contre les lois extraterritoriales, ça repose sur 3 piliers. Et ce n'est pas un seul de ces piliers qui est important, c'est la somme des 3. Pourquoi je dis ça? Si on ne fait qu'une protection juridique, admettons même que la protection juridique elle soit optimum et que personne ne la remette en cause, la loi, ça change. Qui dit que demain, le gouvernement américain ne va pas faire évoluer la loi et fait en sorte que le montage juridique qu'on a fait n'est plus valable. Donc, on ne peut pas se protéger qu'avec de la protection juridique. Ça ne marche pas. Donc, c'est un ensemble d'éléments. Donc, le premier pilier, c'est une immunité juridique. Le deuxième pilier, c'est une immunité opérationnelle et une protection technique. Donc l'immunité juridique, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple sur le papier. Hein. Pour les juristes, apparemment, c'était un peu moins simple. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est que le cloud provider que vous connaissez, américain, au lieu de continuer à l'utiliser comme un cloud provider, on le transforme en simple software vendor, comme VMware. Voilà. Vous nous vendez votre logiciel et basta. On crée une entreprise française dédiée qui n'a pas de lien, aucune attache, aucun lien avec les États-Unis, donc qui n'est soumis qu'aux droits français et européens. Ça, c'est pour la protection juridique. La protection opérationnelle, elle est aussi importante. Donc déjà, on localise les data centers en France, parce que déjà, on s'imagine bien que même si on a une protection juridique, qu'on mène nos data centers aux États-Unis, ils peuvent rentrer dedans et puis faire un peu ce qu'ils veulent. Et on opère le cloud depuis la France. La protection technique, on isole techniquement le cloud du fournisseur US. Donc ça, c'est pour les offres de cloud de confiance qui sont
qui sont avec des fournisseurs américains. On va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, je ne m'étendrai pas sur la partie juridique, mais par contre, on va rentrer dans le détail un peu technique de comment on fait tout ça. Donc, moi, je vous propose, pour ma part, celui que je connais, c'est celui Google Thales, hein, parce que j'en suis l'architecte. Enfin, des architectes, du coup. Et je pense que Bleu, l'offre de Bleu, hein, qui est une offre concurrente, doivent à peu près proposer la même chose, mais je ne me prononcerai pas pour eux. Mais en tout cas, moi, je vais vous donner des détails comment c'est fait sur l'offre Google Thales, qui, du coup, commercialement, s'appelle l'offre Sens. Donc, premièrement, les principes généraux. Donc, l'objectif, ce n'est pas de fournir un ersatz, quelque chose qui ressemble à Google Cloud. L'objectif, ce n'est pas un Kubernetes déguisé en je ne sais quoi, ce n'est pas ça. C'est de fournir une vraie instance de Google Cloud, avec la même expérience que Google Cloud. Donc ça veut dire que ce qu'on récupère, ce n'est pas un Kubernetes avec 3 API qui vont ressembler à Google Cloud, c'est l'intégralité de la stack technique logicielle de Google. Borg, Colossus, Chubby, Spanner, enfin, tout ce que vous entendez parler en interne de Google, c'est ça qu'on récupère. On va mettre en place des éléments qu'on va détailler après pour empêcher techniquement Google de pouvoir accéder aux données des clients. Et après, la finalité, c'est d'être conforme aux 276 exigences de sécurité du Secnum Cloud, dont celles sur les fameuses lois extraterritoriales. Ce point, il est important, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les clouds de confiance, on fait souvent la confusion en se disant cloud de confiance égale un acteur français qui se marie avec un acteur américain. C'est totalement faux, en fait. Cloud de confiance, c'est on répond aux 276 exigences de sécurité de Secnum Cloud, on est cloud de confiance. Donc un acteur français qui utilise, pas de technologie américaine, ça n'existe pas, mais qui ferait même lui-même son propre logiciel, admettons, il peut très bien être tout à fait cloud de confiance. C'est pas le propos. En général, là où le bas blesse, la difficulté du sujet, c'est quand on récupère la stack technique de Google, on est largement mieux disant que les exigences de sécurité de l'ANSI sur la sécurité de la stack technique. La vraie complexité, c'est se protéger des lois extraterritoriales. Quand on a un acteur plutôt français ou européen, c'est plutôt l'inverse. C'est assez facile de se protéger des lois extraterritoriales. On a en général un sacré gap niveau sécurité. Très important, règle de base qu'on utilise au quotidien. Les gars de chez Google, ils sont super sympas. Les Googlers, franchement, travailler avec eux, c'est au quotidien, ils sont super cool, super compétents. Mais jamais, 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 sur quoi que ce soit, on leur fait confiance. C'est la règle de base. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer dans le détail. Je vous ai mis une dizaine de challenges techniques à résoudre et vous expliquer comment on les résout et pourquoi pourquoi on les a, tout simplement déjà, et de vous expliquer point par point comment techniquement on résout ce challenge. Donc, premier challenge, c'est l'isolation des réseaux et des services. Google Cloud est construit de manière globale, de manière mondiale. Si ça marche aussi bien, c'est parce que ça a été pensé, construit avec une résilience mondiale. Tout est pensé comme ça. Le problème, c'est que si nous, on récupère pour réinstancier un Google Cloud qui est déconnecté du reste de Google, on va avoir un problème puisque du coup, on ne va pas pouvoir bénéficier de cette résilience. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que nous, on ne peut pas s'interconnecter avec des services Google qui sont aux quatre coins du monde, puisque par définition, on isole notre instance des instances globales et du réseau global de Google. Donc du coup, ça va lever des challenges à la fois chez Google et à la fois chez nous. Google, actuellement, ils ont fait des centaines ou des milliers même de développeurs chez eux qui travaillent à faire des modifications dans leur cloud actuel pour que l'on puisse se permettre de réinstancier de manière isolée, à l'échelle d'une région, de manière isolée, l'ensemble des services et de la stack technique. Et c'est des choses, c'est pas un fork. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est déployer dans les instances classiques de Google Cloud. Le travail qu'ils font, c'est au quotidien. On va voir d'ailleurs que ça peut vous bénéficier d'ailleurs pour Google Cloud dans certains cas. Donc ça, c'est beaucoup de travail chez eux, mais nous aussi, on a du travail.
Nous, on a construit 3 data centers qui sont dédiés pour héberger une région, parce que je rappelle, une région, c'est minimum 3 ASI isolés. Quand on vous vend une région avec un data center ou plusieurs salles dans le même data center, ça n'est pas une région. C'est sur le même profil de risque, on n'est pas à l'échelle d'une région. Donc nous, on construit bien 3 data centers en région parisienne qui sont dédiés. On construit un WAN dédié qui est totalement en dehors du réseau Google, de plusieurs terabits par seconde, hein, pour vous donner quelques ordres de grandeur. On devient fournisseur d'accès Internet. On a acheté des /18, des /17 d'adresses IP publiques. Et point important, vu qu'on va récupérer beaucoup de matériel, on va faire quelque chose que je pense qu'on est les seuls à faire. Après, je peux me tromper, mais s'il y en a d'autres qui le font, je serais curieux de savoir qui. On va faire analyser au CESTI les équipements matériels et l'intégralité du matériel qu'on va recevoir et utiliser. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que le CESTI. Le CESTI, c'est une agence spécialisée de l'État sur la cybersécurité qui fait des analyses de sécurité des composants hardware. Donc en gros, ils vont scanner au rayon X les CPU, les cartes mères, les switches et tout ce que vous voulez pour vérifier qu'il n'y ait pas de petits cadeaux de Noël dedans. Voilà, c'est leur job. Et donc nous, on va faire ça sur le matériel qu'on reçoit et je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui de fournisseur qui peut se vanter de faire ça. Deuxième challenge, les mises à jour. Ça c'est pareil, il y a eu beaucoup de débats là-dessus sur Twitter, dans les blogs, etc. Alors du coup, je vais vous expliquer comment ça marche et vous allez voir, c'est très différent de ce que beaucoup disent. Déjà, comment ça marche chez Google. Google, ce n'est pas un package avec une version qu'on met et puis qu'on installe. Eux, déjà, ça ne marche pas comme ça. Google, ça marche de la manière suivante. Les développeurs committent leur code et en permanence, ils sont en CI/CD sur l'ensemble de leur région et de leur ASI, sur l'ensemble de leurs services. Et ils ont des cycles de release complets pour l'ensemble des régions qui durent à peu près une dizaine de jours. Par exemple, on commit un code sur une nouvelle fonction d'un nouveau service. Ce code-là, il va être déployé en US East 1 A, peut-être pendant une journée, le lendemain en B, et ainsi de suite. Et puis, ils vont terminer par la dernière région 10 jours plus tard. Donc ça, c'est leur cycle de release classique. Donc nous, dans ce cycle-là, bien sûr qu'on ne peut pas être connecté à Google et recevoir comme ça toutes leurs mises à jour. Parce qu'on pourrait très bien nous pousser une mise à jour qui fait, tiens, hop, je fais un petit package des données du client, puis je les envoie ou je les exfiltre sur Internet, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est là que du coup, il y a une deuxième élément qui vient. En fait, je vous ai dit, on construit une instance de Google Cloud, et je vous ai menti, depuis le début, on en a construit 2. 2, complètement isolés, complètement différents, dans des salles, dans des data centers différents, avec du matériel différent, etc. Sauf que la première, elle n'accueillera aucun client. On l'appelle la quarantaine. Celle-là, on va la mettre en deuxième région dans les systèmes de mise à jour de Google. Ce qui fait que quand Google, ils vont déployer leur mise à jour, on continue, c'est plusieurs fois par seconde, donc, pour vous donner quelques ordres de grandeur. Ils vont déployer par exemple en US East 1, puis ça va se déployer en zone de quarantaine, où il n'y a aucune donnée client, il n'y a rien. Et nous, on va faire tourner tout un tas de mécanismes qu'on est en train de développer, notamment des analyses comportementales, des analyses de binaires, des analyses statiques, des analyses dynamiques, etc., pour vérifier l'innocuité de ce qui nous est livré. Ça nous laisse 7 jours avant qu'on puisse, de notre propre chef, accepter le déploiement en production. On a, contrairement à ce qui a été dit, accès à l'ensemble du code source de Google, en permanence. On a l'accès à leur Git, on audite les codes, on fait de l'analyse dedans, etc. Voilà comment marchent les mises à jour. Et donc, si au bout des 7 jours, avant les 7 jours, en fait, on a validé tel binaire, tel release, tel bout de code, etc., à ce moment-là, on l'autorisera, nous, à le déployer en production. Donc, c'est pour ça qu'il y a à peu près, c'est pour ça qu'on vous dit on est en très léger décalage avec Google, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, on est avant la dernière région de Google qui est déployée. Et en ce moment, je crois d'ailleurs que c'est peut-être même Paris. Donc du coup, on sera peut-être même un jour avant la région de Paris. Standard, de Google standard. Donc ça, c'est pour les mises à jour. Maintenant, on a un autre challenge, c'est celui du chiffrement des données. Le chiffrement, c'est important, parce que c'est un petit peu... C'est un pilier. Toute la chaîne de confiance dans Google Cloud, elle repose sur des technologies de chiffrement Google, ce qui est normal. Bien sûr que nous, quand on va construire qu'on va récupérer tout ça, on ne peut pas utiliser tout ce matériel cryptographique provenant de Google.
C'est trop compliqué d'analyser est-ce que les random number generators ils font des aléas suffisamment robustes pour générer des clés. Est-ce que le stockage des clés, c'est beaucoup trop compliqué. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, toute la chaîne de chiffrement de la stack Google, on la substitue par notre matériel à nous cryptographique. Donc c'est nous qui recréons toute la chaîne de root of trust avec des équipements Thales sur notre région pour le matériel cryptographique. Quand on va avoir installé la stack complète de Google Cloud de confiance, on va régénérer l'intégralité, avant de mettre la moindre donnée client, on va régénérer l'intégralité nous-mêmes de manière isolée, l'intégralité en fait des clés de chiffrement de la plateforme. Ça permet aussi de s'assurer que du coup Google n'a strictement aucune clé, il n'y a pas de clé cachée quelque part, ni rien. Quatrième challenge, la gestion des identités. Alors la gestion des identités, il faut bien comprendre que ça c'est un vrai pain point. Parce que si on a beau sécuriser tout ce qu'on veut, protéger tout ce qu'on veut, si Google ou n'importe quel autre acteur est capable de générer une identité de son choix dans le cloud de confiance, c'est fini en fait. C'est comme s'il était vous. Donc ça, c'est un vrai pain point. Et en plus, il faut comprendre que l'identité dans Google, ça n'est pas un produit Google Cloud. C'est un produit Google Workspace qui repose sur Google Identity, qui est utilisé pour vos comptes Gmail, etc. Donc là, ça c'est un vrai pain point. Donc du coup, ce qui a été décidé, c'est qu'on a deux axes de travail. Le premier, c'est que nous, côté Sens, côté Thales, on va recréer un service d'identité à la Google Identity, sauf que ça sera le nôtre. Ça permettra de se fédérer, de faire du brokering, de l'utiliser de manière individuelle pour les clients, mais surtout faire que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi, c'est que Google fasse évoluer son service d'IAM. Et donc ça fait partie des modifications qu'ils font pour accepter en fait des identités externes qui ne soient pas des identités signées et reconnues Google. Et en fait, ça, du coup, ils sont en train de le faire. Et ça, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses dont vous allez bénéficier comme service, ça, typiquement, c'est quelque chose dans quelques semaines ou dans quelques mois qui va être GA pour tout le monde dans Google Cloud Classic, c'est-à-dire le Bring Your Own Identity. C'est quelque chose qui va arriver dans Google Cloud pour tout le monde. Et en fait, du coup, c'était pour nous à la base, puisque du coup, nous, on ne peut pas gérer l'identité sans qu'on ait ce type de fonctionnalité. Ça veut dire que vous allez pouvoir venir avec votre propre identité, qu'elle soit reconnue, avec toute la chaîne de CA, elle soit reconnue. Je ne parle pas de faire de la fédération ou de la copie de la synchronisation d'identité entre votre Active Directory et Google Identity. Je parle que vous soyez vous-même Identity Provider, avec votre AD, avec tout ce que vous voulez. Donc ça fait partie des modifications qui sont en cours de déploiement. Et je n'ai pas la date de GA, mais c'est une question de semaines, peut-être de mois, mais dire plus. Autre challenge, la supervision de sécurité. Une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est bien, on considère qu'on est pas mal dans ce qu'on est censé nous mettre en prod. Comment on s'en assure? Parce que c'est pas parce qu'on a contrôlé au départ que ce qu'on nous a livré, ça semblait inoffensif, que ça l'est. Donc du coup, là, on a tout un tas de composants qu'on est actuellement en train de développer. Alors vous remarquerez, on en est là, et depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire développer, développer, développer. C'est juste pour vous faire remarquer que contrairement à ce qui a pu être dit ce matin, c'est pas du suivant, suivant, suivant sur du logiciel. En fait, on est des dizaines, et même plus que des dizaines, à développer des composants qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc, je pense qu'en termes de code base, Quentin, si tu m'écoutes, si tu veux, on pourra compter le nombre de lignes de code à combien on arrive à la fin. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un gros écart. Bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas juste du suivant et on achète des serveurs, comme c'était souvent dit, on achète des serveurs, on les rack, on fait suivant, on installe le logiciel. En fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, analyse de confiance. Donc on doit s'assurer de l'innocuité de la plateforme cloud et de ses composantes telles qu'ils tournent en production sur lesquelles va avoir les workloads clients. Donc là, du coup, il y a tout un tas de choses qu'on développe. On développe des composants qui vont faire de l'analyse comportementale, du matériel, du logiciel, des sondes de détection réseau. On va mettre notre SOC, parce qu'on est fournisseur de SOC. On va développer des sondes de logiciel, des sondes au niveau des OS. En gros, on va s'assurer qu'il n'y a rien de bizarre qui se passe, quoi. Et encore une fois, ce n'est pas une protection absolue. Il faut comprendre que c'est la somme de ces éléments-là qui assure la protection finale.
C'est pas juste ça, c'est la somme de tout ce que je vous dis là et de tout ce que je vais vous donner encore après. Alors, opérer le système. Je regarde où j'en ai. Je suis hyper en avance. 6e challenge, opérer le système. Alors, du coup, je vais m'attarder un peu plus sur celui-là et vous expliquer pourquoi c'est un sujet assez complexe. Aujourd'hui, Google, quand ils opèrent leur système, c'est des SRE, c'est des teams de service, donc des teams de SRE, et ils sont plusieurs milliers. Chaque team a un service, et ce n'est pas un service end-user. Prenons par exemple GCS, c'est un service end-user que vous pouvez connaître. Derrière, il y a 4 ou 6 services team. Chacun opère un bout de la service team et est spécialisé sur cet élément-là. Il n'est pas possible pour nous que Google opère le système. Google ne peut pas opérer le système. Sinon, on break le modèle d'immunité aux lois extraterritoriales. Donc c'est nous qui allons devoir opérer le système. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, au démarrage Sens, c'est à peu près 200 services qu'on va récupérer de Google. Fatalement, vu la taille du marché, on ne peut pas faire 200 services team. Parce que service team, ce n'est pas une personne. Avec les rotations, on va compter 10 personnes. 200 services team, ça fait 2000 personnes. Donc ça ne vole pas. Donc, donc on embauche, d'ailleurs, s'il y en a plein qui sont intéressés, on embauche plein de monde, vous pouvez venir me voir. On embauche notamment des SRE. Et donc on va garder le modèle de SRE Google. À une différence près, c'est que nous, on va faire des regroupements de services. Donc c'est-à-dire que les équipes de SRE, elles auront un périmètre plus large chez nous. 5, peut-être 10 services. Mais par contre, du coup, forcément, on va le voir après, elles auront un périmètre d'expertise un peu moins profond. Ce qui est normal, puisque du coup, forcément, si on a plus de choses à connaître, on est un peu moins expert d'un domaine et on va voir comment on traite ce point-là. Donc chaque équipe va apporter plusieurs services. On garde le modèle de fonctionnement Google, qu'on réplique chez nous. Fonctionnement modèle d'équipe SRE. Les personnes qui nous rejoignent elles vont faire 6 à 9 mois. Alors c'est du volume horaire, c'est pas 6 à 9 mois en contigu, mais elles vont faire 6 à 9 mois de formation chez Google, au sein des équipes SRE de Google, sur les services en question. Donc elles vont commencer par faire 15 jours de formation générique au SRE. Et après, il y aura 6 à 9 mois de volume de formation au sein des équipes Google sur les services team chez Google. Et ensuite, on va avoir du support des équipes Google si besoin. Mais je vais détailler le support un peu après. Ce qui est important aussi, c'est que ceux qui vont opérer le système, qui auront accès à la prod, ne peuvent être que de nationalité européenne et résidant en France. Pourquoi? C'est pour éviter en fait la pression qu'on pourrait mettre sur quelqu'un pour obtenir ces données. Donc imaginons que vous soyez un Américain, même si vous habitez en France, le gouvernement il pourrait faire pression sur vous ou votre famille pour vous donner des accès ou autre. Alors pareil, je vais casser un mythe aussi, il n'y a pas de route chez Google, il n'y a pas de user root qui accède à tout. C'est du least privilege certes, mais c'est surtout un modèle où en fait si toutefois on doit accéder à de la donnée, on ne peut pas le faire tout seul. Donc même si on est admin, on peut faire de l'administration technique, des actes, sur le périmètre sur lequel on est autorisé, mais on ne peut pas accéder à de la donnée tout seul. Donc si je dois faire une action qui nécessite d'accéder, ne serait-ce qu'en lecture, à de la donnée, quelle qu'elle soit, mon acte est bloqué jusqu'à temps qu'une tierce personne valide ma demande d'acte et je peux exécuter l'acte pour lequel j'ai demandé. C'est aussi une protection technique sur le sujet. Donc on a le 7e challenge, c'est le support de Google. Alors comme on l'a vu au niveau des différents éléments, on aura beaucoup plus de services que tout le monde. Chaque équipe SRE aura beaucoup plus de services qu'une équipe SRE chez Google à maintenir. Donc fatalement, même si on embauche les meilleurs, à un moment donné, ils ne pourront pas avoir la même profondeur technique que vont avoir les équipes dédiées chez Google. Donc il faut qu'on puisse les contacter en cas de problème. Maintenant, le problème, c'est comment on fait pour qu'on les contacte sans qu'eux, ils aient le droit d'accéder à quoi que ce soit. En fait, c'est un petit peu ça. Comment je t'apporte un support sans te donner mon problème? Donc,
On peut contacter les équipes Google pour poser des questions génériques, assez simples, comment je redémarre, comment je scale mon job, ou des choses comme ça. Et si le problème est plus complexe, et qu'il faut que Google vienne investiguer, on a créé un système qu'on appelle les Guided Sessions. Alors, comment ça marche les Guided Sessions? Les Guided Sessions, en fait, moi, en tant qu'opérateur ou SRE Sens, je vais vouloir demander de l'aide à Google qui va nécessiter une intervention de support de leur part. Je vais créer ma Guided Session et en fait, je vais avoir un déport d'écran. Il faut le voir comme une visioconférence où ils n'ont qu'un déport d'écran. Et dans ce déport d'écran, toute data elle est floutée. Donc, ils vont avoir que des éléments techniques qui ne contiennent pas de la data. Ce qui va les permettre à eux de me guider dans les opérations, mais c'est moi qui fais les opérations. C'est moi qui ai le clavier. Moi, j'ai accès en lecture-écriture. Eux, ils ont juste un déport d'écran. Tout est enregistré. On a une visioconférence où on se voit, on peut parler, on peut joindre d'autres personnes si le problème est plus complexe. Mais eux, ils n'ont qu'un déport d'écran dans lequel est flouté tout ce qui pourrait être sensible. C'est exclusivement à l'initiative d'un SRE Sens. Ça ne permet pas l'accès aux données clients, en aucun cas. Et les informations sensibles, elles ne sont pas affichées. Ce point-là, il est vachement critique parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations sur le sujet du support Google et de savoir comment on allait le faire. On va quand même beaucoup plus loin qu'aujourd'hui des solutions techniques qui se basent sur VMware ou n'importe, où il y a du support en Inde et aux États-Unis, et puis ils peuvent se connecter en VPN où on leur demande. Il faut vraiment comprendre que dans ce que je viens de vous présenter, on répond aux exigences de Secnum Cloud pour être cloud de confiance, mais on va plus loin. À chaque fois, on a décidé d'aller un cran plus loin que les exigences, parce que si on arrive à faire mieux, tant mieux, quoi. Du coup, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de surprise. Alors du coup, je suis vachement en avance, c'est bien, parce que du coup, ça va vous permettre de poser, j'espère que vous avez des questions. Je vous remercie d'avoir participé. Je voulais quand même faire un petit aparté à la fin. Moi, je fais cette présentation, c'est pas pour vous convaincre que le cloud de confiance, c'est bien, que c'est une bonne stratégie. Chacun se fait son opinion, en fait. Ce matin, vous avez vu l'opinion de Quentin, qui était plutôt défavorable. Il y en a d'autres qui ont une opinion favorable. Moi, je ne fais pas de politique. Que chacun se fasse son opinion sur le sujet, et toute opinion est respectable. La seule chose qui est importante, c'est quand vous faites une opinion sur un sujet, c'est de le faire sur des éléments factuels et pas des fake news. C'est ça qui est important. Donc, la raison pour laquelle je fais cette conférence, c'est juste pour remettre des faits. Je ne cherche pas à vous convaincre que c'est bien ou que c'est pas bien. Pensez ce que vous voulez. Mais en tous les cas, ça, c'est des faits. Vous jugerez vous-même. Vous prendrez les informations, vous les croiserez, vous en ferez ce que vous voulez. Mais en tous les cas, ça, c'est factuel. Le reste, c'est de la supposition, de la fake news. Tous ceux qui affirment beaucoup de choses, en fait, ils n'y connaissent rien, ils ne travaillent pas sur le sujet, ils ne savent pas ce qu'on fait. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. J'ai rien à vendre, hein. Je vous le dis, je suis qu'un simple architecte. Alors du coup, je suis pas mal en avance, donc j'espère que vous avez des questions. Parce qu'il y a ainsi un QR code que vous pouvez tous utiliser. Et posez-moi toutes les questions que vous voulez. Sauf si c'est ultra confidentiel, je vais y répondre. Et même si c'est des questions, vous voulez voir sur des aspects géopolitiques, financiers du projet ou autres, dans la mesure du possible, je vais y répondre. Merci beaucoup pour le talk. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre en fait à la question justement. Nous, on a des problématiques un peu similaires dans le streaming et dans l'écran du coup. Tu parlais de floutage d'écran. Comment vous déterminez la zone de l'écran à flouter ou pas? Ok, donc ça c'est une bonne question. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même un avantage pour flouter cette zone d'écran. C'est que compte tenu de la réglementation et des réglementations auxquelles sont soumis Google, en fait, la donnée est déjà identifiée à la base. Donc les endroits de stockage de données clients, de données personnelles, de données techniques confidentielles, etc., est déjà identifié chez Google. En fait, la problématique, c'est de faire ce travail d'identification. C'est-à-dire que si on vous donne un tas de données, comment à la volée vous pouvez identifier ce qui est critique de ce qui ne l'est pas? Ça, c'est compliqué. L'avantage que nous, on a, c'est que tout ça, ce travail est déjà fait, il existe déjà, les solutions techniques, elles fonctionnent déjà comme ça. Donc nous, on a juste à récupérer en fait, toute cette analyse qui est faite, pas les données en tant que telles, mais quel endroit sont stockées ces données, précis, et ce qui permet de savoir que quand on va afficher un élément de ces données-là, on sait que ce sera de la donnée critique et sensible, et on la floutera. L'opérateur Sens,
il a toujours possibilité, s'il considère que c'est pas de la donnée critique, c'est pas de la donnée sensible et qu'elle a une pertinence quelconque et qu'on peut l'afficher, il a toujours possibilité de déflouter. Mais par défaut, c'est flouté. Ok, merci. Bonsoir. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contraintes pour Google, de publier son code source, de former des gens, etc. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt pour eux? Est-ce que c'est purement financier ou est-ce qu'il y a un intérêt politique ou je sais pas? Ouais, c'est une bonne question. Alors du coup, je vais divaguer un peu sur la géopolitique, parce que du coup, il n'y a pas de slide sur le sujet, ou de la politique, ou même de la stratégie de l'entreprise. Je vais vous donner les éléments factuels et je ne vous donnerai pas mon opinion dessus, parce que sinon, là, je pense que pour le coup, on sera très en retard. Google, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des centaines, des milliers de personnes qui travaillent pour nous au salaire Google. Je peux vous dire que ce n'est pas nos salaires à nous. Hein. Donc vous pouvez imaginer que les investissements qui sont faits par Google, c'est des ordres de grandeur. On compte le nombre de zéros quand on voit les slides et on recompte parce qu'on n'est pas sûr de ne pas s'être trompé. Donc oui, faire tout ça, ça n'a aucun sens pour le marché français. Ça n'a strictement aucun sens pour le marché français. Le marché français, pour vous donner des ordres de grandeur, hein, le marché français 2020 IASPAS, c'est 3 milliards d'euros. Donc ça n'a pas de sens en fait. La stratégie, elle est beaucoup plus globale que ça. Le sujet de la confiance dans le cloud, certains appelleront souveraineté, mais vous remarquez que moi, je n'ai pas utilisé le terme parce que le cloud souverain, ça n'existe pas et à moyen terme, ça n'existera pas, malheureusement ou pas, mais en tous les cas, c'est un fait. Ces sujets-là, il n'y a pas qu'en France qu'on se les pose. Il y a dans la plupart des pays de l'Union européenne, mais pas que. Il y a d'autres pays, il y a le Japon, il y a tout un tas de pays en fait, qui ont ces mêmes problématiques. Là, on parlait de l'ANSSI Executive Cloud. Ça, c'est en train d'être reconnu au niveau européen par l'ENISA, qui est l'équivalent de l'ANSSI au niveau de l'Europe, qui vont créer des différents niveaux de confidentialité. Le niveau le plus élevé, pour les données les plus critiques, c'est ce que nous, on est en train de construire. Donc, ce que fait Google actuellement, nous, on est les premiers à le faire, mais une fois qu'on aura fini de construire, qu'ils auront fait toutes leurs modifications, c'est de répliquer le modèle avec d'autres acteurs dans les différents pays. Donc aujourd'hui, ils ont passé des accords en Espagne, en Italie, en Allemagne avec les systèmes. Il y a d'autres pays qui sont en discussion. Et donc le modèle, c'est bien sûr, c'est pas que le marché français, c'est de créer cette stack technique, cette solution technique qui va couvrir l'ensemble des besoins, qu'elle soit même un peu mieux disante, comme ça, s'il y a des besoins qui changent en dehors de l'Union européenne, bah, du coup, on est toujours sûr un peu de les couvrir. Et de répliquer après le modèle dans les différents pays du monde. Et c'est cette taille de marché qui fait que c'est intéressant pour Google, parce que oui, sinon, si c'est juste pour le marché français, je pense qu'il n'y a pas de ROI, quoi. Merci. Bonjour, déjà merci pour la conf, c'était hyper intéressant. Par rapport aux mises à jour, etc., il y a le système que ça passe de région en région. Si, admettons, c'est vous qui donnez l'accès à la mise à jour pour la production, si ça passe pas chez vous en prod, mais que c'est passé chez Google, il n'y a pas un décalage sur les mises à jour qui seraient faites? Enfin, après, je ne sais pas s'il y a un système qui est mis en place, une politique chez eux. Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, ça, c'est des sujets sur lesquels on a passé des heures et des heures et des heures avec Google. On ne forque pas et on ne dérive pas on ne va pas dériver des régions globales Google et du système global Google, parce que si à un moment donné on dérive, on ne rattrapera jamais tout ce qu'ils vont livrer. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a l'aspect technique, où nous on valide en zone de quarantaine les livraisons qui nous sont faites, et on a un système d'alerting qui laisse un process, on va dire, qui permet de traiter les éventuels faux positifs ou même peut-être vrais positifs qui nous arriveraient et qui pourraient venir en production. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a un délai de 7 jours, c'est pour laisser aussi le temps de traiter par des humains, humainement, des alertes qui pourraient être levées par ce système-là, et d'avoir le temps de les traiter sans effectivement accumuler du retard et se retrouver en retard et ne jamais rattraper ce retard. Mais si potentiellement vous avez des conflits avec ces patchs, en fait, alors, c'est là où... Du coup, il y a deux cas. Il y a le cas, le faux positif, où du coup, on lève une alerte en zone de quarantaine, on pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, on va voir le code source, on échange avec Google, on traite le sujet, et on est dans un faux positif. Bah, c'est très bien, du coup, on valide la fin et fin de l'histoire. Par contre, il y a le vrai positif. Bah, le vrai positif, c'est simple, hein, on bloque la mise à jour et fin de l'histoire. Et potentiellement, les mises à jour d'après... Ah non, c'est fin de l'histoire. En fait, on bloque et c'est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cloud de confiance, quoi.
Si on nous envoie une mise à jour, soit ils font rollback sur une mise à jour qui volontairement va chercher à voler de la donnée. Nous, on ne prendra pas le risque pour la donner de nos clients. Donc on va bloquer, c'est fini, quoi. Ok, ça marche. Il y a au fond, je crois, là-bas, ou là-bas et là-bas. Donc, merci pour la présentation. C'était très instructif. Par contre, il y a quelque chose que je ne sais pas si j'ai raté ou si tu n'en as pas parlé. C'est sur la partie code source. Tu dis que vous avez accès à tout le code source de Google. Ça, donc je le comprends bien. Par contre, après, comment est-ce que vous assurez la traçabilité entre le code source que vous avez et que vous pouvez auditer et les livrables que Google vous fournit? Et si oui, comment? Oui. Alors, je vais faire la réponse courte et après je vais l'étayer. Donc la réponse est oui. Alors, je vais rester high level parce que c'est actuellement des ateliers qu'on est en train de faire dans les détails d'implémentation. Donc pour l'instant, on sait comment on va faire de haut niveau, mais en ce moment même et la semaine prochaine, je repars dans des ateliers pour traiter ces points de problématique. Il y a plusieurs éléments. En fait, déjà, on signe les binaires qui sortent de la recompilation. Donc déjà, on a une signature et on sait quel binaire correspond à quelle cible de compilation dans la chaîne de CI. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a des identifiants de livraison. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les rollouts chez Google, on va avoir des identifiants de rollout qui peuvent correspondre. Il faut comprendre que Google, c'est un monorepo. Et comme c'est un énorme monorepo, qui fait plusieurs dizaines de téraoctets, quand on fait une modification, par exemple, dans une librairie, ce n'est pas la librairie qu'on compile. On va recompiler l'ensemble des binaires qui vont utiliser cette librairie. Et donc, en fait, on a des niveaux de rollout, on a des identifiants de rollout qui nous permettent, nous, de tracer tout ce qui a été changé dans le commit ou dans le cycle de rollout, de s'assurer que les différents binaires de ce rollout qui correspondent à une ou plusieurs modifications regroupées de code, que ces éléments-là, c'est une entité unique, même si c'est plusieurs éléments en zone de quarantaine. Et c'est ça, nous, notre identité. Et si, par exemple, on a plusieurs binaires qui sont générés, ce qui peut-être dizaines de binaires, les binaires, ils sont signés. Donc, il y a des signatures côté Google et des signatures de notre côté pour être sûr que le binaire qui est livré a la signature qui correspond au code source ou au bout du code source ou à une version du code source ou une version d'un commit correspondant. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Ah, une question là-bas. Merci pour la présentation. Petite question, le Sens va être déployé en France. Est-ce qu'il va être déployé, j'ai peut-être loupé ça, mais dans d'autres pays en Europe ? Sens ne sera déployé qu'en France. Il y aura des équivalents qui seront déployés dans d'autres pays, dont je ne connais pas les noms commerciaux et qui ne sont pas du tout au même stade que nous. Donc je vais étayer un petit peu là, ce qui se passe actuellement en Europe. En Europe, Google a déjà signé avec l'Allemagne, avec T-Systems, a déjà signé avec Indra en Espagne, a déjà signé avec un opérateur italien dont j'ai mangé le nom. Ils m'en excuseront. Mais en tout cas, ils ont déjà signé en Allemagne, en Italie, en Espagne et en France. Tout à l'heure, j'ai dit l'Union européenne, avec les NISA, ils vont définir des normes de sécurité. Il y aura plusieurs niveaux de sécurité. Ce qu'on est en train de construire et de parler, c'est le plus haut niveau de l'équivalent du Secnum Cloud de côté des NISA. Mais ça va prendre peut-être 2 ans avant d'être complètement signé. Le niveau avant, c'est ce sur quoi travaillent tous les autres pays européens, et nous y compris. On a lancé le service en septembre, c'est l'externalisation des clés de chiffrement. Donc ça, c'est le niveau de sécurité d'avant. C'est ce que font aujourd'hui l'Allemagne. T-Systems, ils ont lancé le service avec Google. En Espagne et en Italie, je crois que ce n'est pas encore lancé, mais ça ne serait tardé. Nous, en France, on vient de le lancer là, au mois de septembre. À terme, quand nous, on aura fini notre construction, ils vont se réaligner sur ce que nous, on a fait, mais du coup, ils arriveront en retard. Donc, du coup, il y aura Sens en France, il y aura quelque chose en Allemagne dont je ne connais pas le nom commercial, quelque chose en Espagne, en Italie et dans d'autres pays, quand ils signeront dans d'autres pays. La question à laquelle je ne sais pas répondre, je ne sais pas si c'est la question sous-jacente, c'est est-ce que, du coup, on verra ça comme un ensemble cloud de confiance avec différentes régions et qui seront sur une console fédérée, etc. Je n'en ai strictement aucune idée.
Je pense qu'on est très loin et je pense que même personne n'a pensé encore à ça. Donc à minima, il y aura une console avec une région France, une console avec une région Allemagne, Espagne, etc. Est-ce qu'après tout ça, ça sera interconnecté? Je n'en sais strictement rien. Je pense que personne n'en sait strictement rien parce que là, on est sur des projections temporelles relativement longues. Pour vous donner un ordre d'idée, le démarrage en prod de Sens en France, c'est le second semestre 2024. Après, il faut laisser le temps à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. de refaire la même chose avant de se poser la question. On n'y est pas. Merci. Question devant. Merci. J'avais une question un peu par curiosité sur le hardware, parce que j'imagine que Google, dans leur data center, au niveau de leur serveur, ils ont potentiellement du hardware particulier ou designé de leur côté. Vous avez déployé 3 data centers. Et est-ce que, du coup, vous allez faire tourner la stack Google sur du, on va dire, commodity hardware, des choses que n'importe quelle entreprise peut acheter sur le marché, ou bien vous allez devoir vous fixer sur du matos, notamment designé par Google? Ok. Donc, il y a plusieurs réponses à la question, donc je vais faire la réponse générale. On va utiliser le matériel de Google, donc les fabriques réseau de Google, le hardware de Google, les serveurs qui sont designés par Google, etc., etc. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé qu'en fait ces équipements-là, on ne va pas avoir confiance en eux non plus, donc ils vont passer des analyses CESTI pour vérifier qu'il n'y ait pas de petits paquets cadeaux cachés. Donc ça, c'est pour la partie Google Cloud. Là où, pour le coup, par contre, on va mettre nos propres équipements. Donc j'ai parlé de tout le matériel cryptographique, ça c'est nos équipements. Et les intercos sortantes. Donc les intercos sortantes, donc les châssis des WDM, etc., ce ne seront pas des châssis Google, parce qu'on considère que c'est trop sensible. De la même manière, il n'y aura aucun opérateur telco qui aura pour actionnaire majoritaire, alors bien que tout soit chiffré, mais qui aura pour actionnaire majoritaire une compagnie américaine ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que la réponse elle est un petit peu en 2 temps. Puisque, voilà. Mais de manière générale, c'est bien le matériel Google et qu'on va redéployer dans les data centers. C'est pas, on ne va pas aller acheter des serveurs Dell et puis les racker et installer le software dessus. D'ailleurs, je pense que ça ne marcherait même pas d'ailleurs. Merci. J'ai une demande. Est-ce que théoriquement, votre cloud sera plus sécurisé et plus, comment dire, plus sécurisé et même plus robuste en cas de panne de Google Cloud? De votre côté, vous pouvez même éviter ça, puisqu'il y a une phase de validation. Alors attention. Oui, on est isolé. Donc, imaginons que Google nous fasse une Facebook sur son AS comme il n'y a pas longtemps. Nous, on ne sera pas impacté parce que forcément, on a notre AS. Bon, par contre, si c'est nous qui faisons une Facebook, du coup, nous, on sera impacté et puis eux, pas du tout. Les analyses qu'on fait, elles ne cherchent pas à vérifier si le software il fonctionne. S'il est résilient, c'est pas ce qu'on cherche à vérifier. Ça, on considère qu'eux, ils l'ont testé avant. Donc, sur la résilience, le fonctionnement, la stabilité de leur logiciel, on leur fait confiance. On ne teste pas ça. Nous, on teste des éléments cachés, éventuellement s'il n'y a pas des petits paquets cadeaux dans le code, ou des fonctions dans lesquelles, comme par hasard, on n'est jamais appelé, ou des feature flags un peu cachés, ou des comportements bizarres. Par exemple, je ne sais pas pourquoi une console, elle se mettrait à diffuser de la donnée en clair, du contenu d'une base de données. Enfin voilà, c'est tout ça qu'on regarde. Donc nous, on ne regarde pas du tout la résilience. Donc on aura à peu près les mêmes niveaux de résilience que Google. Un incident majeur chez Google ne devrait pas nous impacter nous. Par contre, un incident majeur chez nous ne devrait pas impacter Google. Et donc, je dirais qu'on est kiff-kiff à une région, quoi. Voilà. Merci. Alors, je vais quand même juste rajouter un petit point avant de prendre la question suivante. Il y a quand même un point qui fait qu'on sera peut-être dans le kiff-kiff plus, on va dire. C'est qu'une des causes majeures d'incidents chez Google, c'est les mises à jour. Donc quand on est la dernière région sur la mise à jour, statistiquement, on a moins de chances d'avoir une mise à jour qui plante quelque chose. Et vu que pour nous, la production est la dernière région, statistiquement, on diminue le risque d'incident. Voilà. C'est peut-être l'épaisseur du trait, mais quand même, il fallait le dire. Désolé, deuxième question. J'imagine que tu parles de monorepo de chez Google. Tu parles d'intégrer 200 services
sur je ne sais pas combien chez Google. Quelle est la complexité en termes de code de découpler ça chez eux et est-ce que c'est difficile? Ça fait partie des discussions? Alors, c'est difficile pour eux. Parce que c'est-à-dire que nous, ils nous donnent leur code base, on est content. Donc si eux, ils ont pas retiré Google Search dedans, à la limite, c'est tant pis pour eux. Donc le découpage, le détourage et le retrait, en fait, il est compliqué pour eux. Et d'ailleurs, dans les discussions, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a des services qui utilisaient des bouts de librairie qui sont utilisés dans Google Search, dans des trucs qui n'ont strictement rien à voir. Et donc, du coup, ils sont obligés de faire des modifications actuellement pour qu'il y ait plus cette dépendance. Donc, c'est un énorme travail, mais chez eux. Pour nous, on a donné notre cahier des charges et donc en fait, il n'y a pas une ligne de code qui va tourner en production sur laquelle on n'aura pas accès. Maintenant, le travail est intégralement chez eux du coup. Ok, merci. C'est quand même rigolo d'arriver à du cloud on-premise. On peut le voir comme ça, effectivement. Bon, après, c'est une région cloud, c'est une région cloud complète, quoi, avec les services de cloud. Enfin, le cloud, c'est du service. Donc, ce sur quoi il est installé, etc., c'est presque anecdotique. La question, c'est quel est le service qui est rendu, comment est délivré le service. Et là, pour le coup, on est dans l'exactitude de Google Cloud. À ceci près qu'on n'a qu'une région, qui sera la région Paris. Mais sinon, on est quand même vraiment ISO. Merci. Une dernière question, je crois, devant. Une toute dernière rapide, alors. Ok. C'est vrai parce que j'ai 2 questions en fait. Mais bon. Alors vas-y Yann, les 2 questions. Oui, ma première question c'est plus par curiosité. Pourquoi Thales et Google et pas Thales et AWS ou Thales et Azure ou Thales et Alibaba Cloud hein, si on va jusque là. Est-ce qu'il y a des arguments, je veux dire, techniques ou technologiques hors des questions, on va dire, commerciales quoi. Je réponds d'abord à celle-là, on fait la deuxième après ou ouais. Ok, ouais. Pas de problème. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Donc, c'est compliqué pourquoi? Globalement, aujourd'hui, des hyperscalers américains qui fournissent des services de cloud qu'on connaît tous en France, il y en a 3. Donc, il y a Azure, AWS et Google. Je pèse mes mots parce que je ne veux pas trahir de secrets commerciaux, de secrets industriels, de pourquoi Google. Il y a eu dans le passé même récent, hein, Thales a contribué à travailler beaucoup pour fournir des services de chiffrement, des services de sécurité pour Google Cloud. Si vous regardez un petit peu l'actualité, vous verrez qu'aujourd'hui, par exemple, Google, pour tout le monde, hein, en dehors du cloud de confiance, il propose l'externalisation des clés de chiffrement, ce qu'on appelle de l'EKM, il propose ce qu'on appelle de l'ubiquitous data encryption, qui vous permet de faire tourner des workloads en étant isolé du cloud provider. Et toutes ces technologies-là, ça nécessite un partenaire avec du matériel cryptographique, du savoir-faire cryptographique. Et du coup, historiquement, ça a commencé avec ces sujets-là. Après, il restait 3 personnes sur la table. Nous, Thales, on travaille avec tous les acteurs. Hein. On travaille avec ceux qui sont cités, mais on travaille aussi avec OVH, avec en fait tous les acteurs. Donc, du coup, je pense qu'il y avait cette prédisposition-là. Enfin, il y avait cette prédisposition-là. Maintenant, pourquoi est-ce que Azure a préféré aller avec ou Orange et Capgemini ont préféré avec Azure? Je ne sais même pas dans quel sens ça s'est fait. Et Thales plutôt Google, ça je ne sais pas. Maintenant, si vous remarquez le marché, il n'y en a quand même que 2 pour l'instant qui se sont lancés dans l'aventure cloud de confiance, enfin tout du moins annoncé. C'est Azure et Google. Pour l'instant, AWS, on n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse de leur part, il n'y a pas de stratégie affichée et annoncée de se mettre avec un partenaire. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Quand on est un cloud provider américain et qu'on regarde le marché français, qu'on veut créer un cloud de confiance, des acteurs qui sont capables de le faire, qui répondent en termes de taille, de savoir-faire technologique, etc., en fait, il y en a 3. Quoi. Donc, il y en a 3 pour 3 Américains. Donc, après, voilà. Ok, très bien, ça fait le lien avec ma deuxième question. Peut-être que tu as des réponses là-dessus, parce que, sauf faire de ma part, il y a eu déjà des expériences de licensing de CSP avec des acteurs locaux. Sauf faire de ma part, je crois que c'était AWS en Allemagne avec un acteur allemand. Alors c'est une petite erreur, mais ce que tu dis est vrai. Donc c'est Azure en Allemagne et AWS en Chine. Ok, et en l'occurrence Azure en Allemagne,
si j'ai bien compris, ça fait un fiasco monumental, parce que les prix étaient complètement décorrélés parce que, j'en reviens, les gens sont prêts à payer peut-être un peu plus pour de la souveraineté, mais visiblement là, les prix étaient complètement hallucinants, ce qui fait que ça fait un fiasco. C'est-à-dire on peut mettre toutes les barrières, etc., qu'on veut. À un moment, si le prix il est délirant, il n'y a pas de clients qui viennent. Quoi. Tout à fait. Donc, je vais répondre à ta question. Donc, c'est très bien. Donc, il y a AWS China qui a fait l'exercice en fait de se décorréler, de se mettre avec une société chinoise pour fournir le service. Bon, a priori, niveau stabilité, c'est pas dingue, mais au moins c'est fait. Azure, ils l'ont déjà fait effectivement par le passé en Allemagne. Alors, il y avait un premium price qui était super important. Et donc, en fait, ce qu'ont fait les clients, ils n'ont pas eu de clients, ou très peu. Enfin, du moins pas suffisamment pour avoir un marché. Donc, en plus, déjà, c'est aussi pour ça que c'est nous qui avons le plus de travail. Parce que ce travail chez Google, il n'a jamais été fait. Et donc, du coup, on défriche tout le terrain de séparer, de faire cette séparation pour pouvoir créer une région isolée. Alors qu'effectivement, les deux autres acteurs, ils ont déjà fait le travail, au moins partiellement. Maintenant, tu as tout à fait vu juste. Donc, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, le premium price pour le cloud de confiance, il doit rester anecdotique. C'est la cible qu'on a, en fait. Il va rester anecdotique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux possibilités. Soit tu fais un premium price élevé, et tu dis, du coup, la partie cloud de confiance, c'est beaucoup plus cher. Et ce que vont faire les clients, c'est que du coup, ceux qui vont avoir obligation d'y aller, ils vont détourer leurs données, et puis ils vont te donner des tout petits workloads qui sont obligatoires, en fait, qui sont à protéger, et puis le reste, ils vont le mettre dans le public. La deuxième stratégie, c'est de se dire, je fais un premium price qui est faible, qui n'est pas très élevé, ce qui fait que le client ne va pas faire le travail de détourer ses données, et du coup, il va mettre tout dans le cloud public, dans le cloud de confiance. Et donc, nous, on est sur cette deuxième stratégie. Donc, on va avoir un premium price qui est relativement faible, en fait. Donc, on ne va pas refaire les travers d'Azure. Je crois que c'était tes systèmes, d'ailleurs, mais je n'en suis pas sûr. Il me semble que c'est ça. En Allemagne. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous. Vous pouvez l'applaudir.